Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider et le pétrole qui continue de driver les marchés actions qui sont dans une phase de reprise technique. Je vais revenir assez largement sur ce potentiel de rebond technique. Est-il terminé? Y a-t-il encore de la marge? On verra que l'analyse technique apporte une réponse assez limpide. L'indice S&P 500 qui est sous vos yeux, qui n'a jamais lâché prise, qui a toujours préservé son support majeur, mais qui menace toujours selon mon approche en 2016. Bien sûr, l'année est longue à terme de le rompre, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le marché remonte. Bien sûr, les discussions sur l'offre de pétrole, alors qui ne sont pas encore un succès, mais qui suffisent à stabiliser le prix du pétrole, on va dire, puisque cela crée des espoirs. En l'état, sans discussion, l'écart entre l'offre et la consommation est tellement fort que le prix ne peut que se déprécier. Les discussions donnent un espoir qui permet une stabilisation. Le SP500 qui remonte, techniquement il y a encore un potentiel, on verra comment cela peut se traduire sur le DAX, l'Eurostoxx 50 et le CAC. Les paires de devises, le dollar américain qui subit cet après-midi des statistiques américaines, qui va en subir d'autres, puisque les chiffres de la production industrielle viennent de tomber et ils sont bons. Alors, en rythme annuel, un repli mais moins fort qu'envisagé. La production industrielle en rythme mensuel dépasse les attentes, plus 0,9 contre un consensus à 0,4. Augmentation sensible de l'utilisation des capacités de production, 77,1%, donc ça c'est aussi une bonne chose. Et enfin, en rythme annuel, la production manufacturière croît de 1,2% en janvier. Donc aujourd'hui, les statistiques américaines sont bonnes aux États-Unis. On verra l'impact sur le dollar américain, sachant qu'aujourd'hui, au-delà de toutes ces statistiques mensuelles, eh bien, le marché se projette sur ce soir les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Et au fond, le marché, je pense, va être hésitant entre des stats qui là sont bonnes, mais les ventes au détail vendredi n'étaient pas terribles. Hier, au contraire, étaient solides. Hier, l'Empire State Manufacturing n'était pas bon. Là, les chiffres de la production industrielle sont bons. Puis ce soir, il y a la Réserve fédérale qui a tendance depuis le début de l'année à se montrer plus accommodante en lien direct avec le contexte mondial. Je n'irai pas au-delà dans les statistiques, les fondamentaux. On va passer directement aux stratégies, au marché. Et on commence par les matières premières et notamment le prix du pétrole. Y a-t-il aujourd'hui, à l'ouverture des marchés actions US, regain de volatilité en effet, puisque les marchés spot ouvrent, y a-t-il un signal haussier, swing sur le prix du pétrole? La réponse est non. Pour l'instant, la réponse est non. Vous avez sous les yeux Lucas Oil, alors qui évolue dans un beau canal de baisse depuis le mois de mai dernier, et un niveau de prix. Moi j'ai un graphique hyper épuré. Si vous regardez sur ce chart, j'ai deux supports et un canal. Et rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Ça suffit pour envisager la façon dont le marché se projette. 36,20 $, c'est sur Lucas Oil le plus bas de la crise financière de 2008. La meilleure façon pour vous de vérifier qu'il s'agit bien du plus bas de la crise financière de 2008, c'est de vous reporter un graphique de long terme. Je peux vous le montrer si vous voulez. On va zoomer, regardez. On va être en données journalières et on remonte. Voilà, c'était le plus bas de décembre 2008. On voit que c'est un pivot d'ailleurs depuis les années 2000, ce niveau des 36,20. Alors il n'est pas anodin, je vous montre ça sur un graphique de long terme. Je rezoome. Bon, vous voyez que hier on a tenté de le dépasser. Et finalement on a fait mèche haute, on a clôturé tout en bas. Aujourd'hui, ce chandelier journalier qui était potentiellement baissier hier n'est pas confirmé. En fait, moi ce que je pense c'est qu'à moyen terme, il n'y a pas de sujet, ça reste baissier. Mais à court terme, le fait que les discussions soient quotidiennes m'invite à prendre énormément de recul par rapport à ce que indique l'analyse technique à court terme, et notamment les chandeliers japonais. Autant vous dire qu'en l'état, hier, ce chandelier daily de Lucas Oil était baissier, c'était presque un avalement baissier avec une mèche haute sous résistance, et aujourd'hui on remonte, on est au même niveau, on ne confirme pas. Bien parce que ces chandeliers qui ont un impact pour les 48 heures qui suivent n'ont que peu de pertinence, alors que chaque jour il y a des discussions, des espoirs, des attentes, qui pour le moment ne sont pas vraiment satisfaits. Lucas Oil, pour le moment, en fait, s'est stabilisé, à l'image de l'US Oil, dans des bornes, alors entre 30 et 36,20, on est actuellement en plein milieu, et le marché, concrètement, évolue dans le même range trading qu'hier. Voilà pour Lucas Oil, il n'y a pas aujourd'hui de signaux positifs, hormis une phase de stabilisation. Alors, sur l'US Oil, la situation était différente, on va dire plus positive. Il y a eu la semaine dernière un piège baissier, le 11 juillet, doji libellule, étoile du matin, fausse cassure, reprise,
tentative d'accélération. Regardez le chandelier d'hier, en D1. Mèche haute, clôture tout en bas. Mais aujourd'hui, il n'est pas confirmé. Et en fait, on travaille la base, toujours la base ici, de l'étoile du matin. Donc c'est 29 $. Donc en l'état, sur le plan technique, il y a sur l'US Oil, et ça renforce un peu le dollar canadien, c'est pour ça que l'USD4 est sous pression. En l'état, sur le plan technique, il y a toujours des espoirs techniques de davantage de rebond, tant que l'US Oil préserve le support des 29 $. Mais, pour autant, l'US Oil ne casse pas de résistance. L'UK Oil non plus. Et autant vous dire que si aujourd'hui les discussions à Téhéran, l'Iran a rejoint la table des négociations, l'Iran qui est revenu sur le marché des exportations de pétrole, si ça échoue, le pétrole retombe. Et les indices boursiers sont en grande partie suspendus à l'évolution du prix du pétrole. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas de signaux techniques d'achat sur le prix du pétrole, qui reste sous pression dans le range balayé hier par les cours. Alors, on va parler un peu des indices boursiers, si vous le voulez bien. L'indice S&P 500 a toujours été, vous le savez, si vous suivez nos émissions, mais de manière générale tous les indices américains, les seuls marchés qui n'ont jamais cassé de support majeur. Regardez le Nasdaq 100. Graphique du Nasdaq 100 depuis 2009 en weekly. Il n'y a rien de baissier là-dessus. Belle tendance haussière, support majeur à 3900 points. La semaine dernière, en weekly, on a fait un superbe marteau, et là ça rebondit. Alors bien sûr, la première résistance est à 4190, 4200, mais le Nasdaq 100 a une configuration technique toujours intéressante. L'US 30, idem, maintien du support majeur. Le SP 500, l'indice de référence, pas de canal depuis 2009, il tient. Double rebond sur 1810 points. Tant que le SP 500 préserve les 1810 points, cela limite considérablement le développement de l'aversion au risque. À court terme, on remonte sur le SP 500. Il y avait d'ailleurs en données journalières au second test des 1810 points, une div. Alors cela se détermine sur les cours de clôture, donc le cours de clôture de ce chandelier-là et de ce chandelier-là contredit par le momentum. Donc on remonte. Wall Street reste donc à court terme bien orienté et je pense que au-delà du prix du pétrole, si Wall Street rebondit depuis la semaine dernière, le rebond de Wall Street a été donné le point de départ a été donné par la double audition de Mme Yellen devant le Congrès des États-Unis. Bien sûr que ce soir, Wall Street se projette sur les minutes de la Réserve fédérale, avec un document qui va mentionner l'état du rapport de force entre les membres votants du FOMC, lesquels mentionnent les risques, lesquels considèrent que l'économie américaine est étanche, et dans ces cas-là que la Fed peut relever ses taux. La perspective de voir la Fed relever agressivement ses taux, c'est un risque pour les marchés. La Fed a relevé ses taux le 16 décembre. Ici. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait le SP500 depuis le relèvement des taux de la Fed? Il a coulé. Et là, depuis qu'on n'envisage plus de hausse de taux cette année, on tient le support majeur. C'est pourquoi, aux États-Unis, vu de Wall Street, des investisseurs américains, le monde, l'étranger, c'est très très loin. L'Europe, c'est où? La France? Comment situer la France en Europe? J'exagère à peine. Et ça, il se concentre avant tout sur les fondamentaux propres à l'économie américaine. Donc aujourd'hui, beaucoup plus que les discussions liées à l'offre de pétrole, les investisseurs états-uniens, aujourd'hui, là il est 9h20 sur la côte est des États-Unis, ils attendent tous, tout à l'heure, donc dans environ 6 heures, donc vers 15 heures à Wall Street, 2 heures avant la clôture, le communiqué des minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. Donc Wall Street à court terme, c'est haussier. Point barre, c'est haussier. Et maintenant l'Europe, le CAC, le DAX. L'Eurostoxx 50 et le DAX sont soutenus depuis la semaine dernière par la partie basse du canal de baisse. Alors, en Europe, la tendance baissière a commencé le 3 décembre dernier. C'est très différent de Wall Street. Wall Street a corrigé à partir du 16 décembre. Parce que à Wall Street, l'Europe, c'est très loin. C'est pour ça qu'en Europe, on a commencé à baisser le 3 décembre, parce qu'on attendait le QE2 de la BCE qui n'a pas eu lieu. Mais entre le 3 et le 16 décembre, alors que l'Europe coulait, Wall Street ne bougeait pas. Parce que
aux États-Unis, on ne regarde que la Fed. J'exagère à peine. Canal de baisse sur l'Eurostoxx 50. Pour la première fois depuis 2 mois, divergence haussière standard, potentielle le 11 février, active le 15 février. Les indices boursiers de la zone euro sont toujours à court terme sous l'influence de divergence haussière standard intraday, faisant remonter le marché en direction de la partie haute des canaux de baisse. On en a parlé ce matin, l'activation de la divergence, c'était le débordement du sommet saillant qui sépare les deux creux descendants. Signal d'achat donné le 15, pullback hier, impulsion. Quel est le potentiel maximal du rebond en Europe? J'estime que c'est le haut de canal. 2920-2925. Quel est le potentiel max de rebond sur le DAX? Maximum. Écoutez, 9450, 9500. Je ne sais pas jusqu'où ira ce rebond. Mais pour le moment, l'analyse technique ne montre pas de divergence. Il y a même un premier support sur le DAX à 9250. En réalité, le marché, techniquement parlant, restera dans cette phase de rebond technique tant que ce qui a activé les divs ne sera pas brisé. En fait, pour retrouver un signal de vente sur le DAX, il faudrait casser 9080. Les 9080, le point d'activation de la divergence. Pour retrouver un Eurostoxx 50 baissier, il faudrait recasser les 2810. Pour retrouver un CAC 40 baissier, il faudrait rebasculer sous 4090. 4090 dont la cassure avait fait décrocher le marché le 8 février. Quel potentiel maximal pour le CAC? J'ai le même raisonnement que sur l'Eurostoxx 50. Le haut de canal, c'est quoi le haut de canal? Allez, 4260. Voilà, c'est... Alors, après, le marché peut-être sortira par le haut des canaux. Mais pour l'instant, les divergences intraday, quelqu'un posait ce matin la question, c'est quoi le potentiel de ces divergences? Alors, étant donné qu'elles ont été un signal précurseur d'une cassure de résistance sur les prix, avec un CAC qui avait donné un signal d'achat lundi en brisant les 4090, le potentiel max, techniquement parlant, en tout cas à envisager par rapport au rythme baissier en place depuis le 3 décembre guidé par ce canal, c'est le haut de canal, c'est 4260. 2920 sur l'Eurostoxx 50. Alors le DAX, le haut de canal passe plus haut, mais si je traduis l'équivalent chartiste de l'Eurostoxx 50, à savoir en fait la résistance c'est le point de décrochage du 2 février, bah c'est ça, ça donne sur le DAX un 9480, 454, 500 au maximum. Au maximum. Alors, bon bah, je n'ai pas de boule de cristal, mais pour l'instant, rien ne présage de la fin du rebond. La seule chose qui mettrait un terme au rebond, c'est de briser un support, et notamment les 9080 du DAX. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Il y a un petit potentiel encore sur le SP500 pour revenir chercher 1940. Je soupçonne la formation d'un range entre 1810 et 1940, ici, sur le Dow Jones. Alors, pour l'instant, sur le pétrole, c'est compliqué. Hein. Je pense que cette séance du 17 février, étant donné que cette fois-ci autour de la table se trouvent quand même les acteurs principaux, avoir ce soir une clôture négative du pétrole sonnerait quand même le glas des espoirs jusqu'à la prochaine réunion de l'OPEP qui a lieu en mars. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le pétrole se stabilise depuis la semaine dernière parce que tous les jours, les grands producteurs annoncent des discussions, des entretiens. Et à un moment ou à un autre, annoncer tous les jours la même chose et n'avoir derrière rien de concret peut finir par neutraliser l'effet d'espoir créé par ces discussions. Aujourd'hui, si j'avais le pouvoir d'arrêter la clôture journalière des pétroles, il n'y a pas de signal haussier. Un marché volatile, attentiste. Alors, heureusement pour les indices boursiers, il n'y a pas que la remontée du prix du pétrole qui permet au marché de remonter. Le secteur bancaire se reprend fermement. Aujourd'hui, plus 14% pour Crédit Agricole, donc on perd encore quand même 12% depuis le début de l'année. Les banques françaises bénéficient d'un très bon comportement relatif en Europe. Le marché a acquis la conviction que le bilan des principales banques françaises était plus sain
qu'un certain nombre de banques majeures en Europe. Parmi les banques qui ont pu inquiéter cette année, on parle de banques italiennes, de banques espagnoles, on parle même de la Deutsche Bank, mais vous n'avez jamais eu une majeure française citée. Donc le CAC aujourd'hui bénéficie de la reprise des valeurs industrielles, du secteur bancaire et du secteur automobile. Simplement pour vous dire que même si à court terme le prix du pétrole a un impact naturel sur les indices boursiers, ne croyez pas non plus que la reprise technique de court terme n'est portée que par le secteur pétrolier. Il est porté par les secteurs massacrés depuis le 1er janvier, qui restent pour l'instant, on est très loin d'avoir effacé les pertes depuis le début de l'année. Donc voilà, par rapport à toutes ces questions que vous pouvez vous poser, notamment ce matin, une question précise qui était quel est le potentiel maximal que peut suggérer l'analyse technique en s'appuyant sur ces divs intraday, j'ai tenté là de vous répondre. Aujourd'hui, à partir de maintenant, puisque Wall Street ouvre et que le marché maintenant va presque exclusivement se projeter sur les minutes de la Réserve fédérale, n'ayez en tête que l'indice S&P 500 et considérez qu'on peut probablement au moins remonter à 1935 points sur le SP500, avec le point de départ du rebond qui a été donné par cette divergence haussière en données journalières, depuis le support majeur des 1810 points, et pour ajouter à cette conjonction de facteurs techniques qui était favorable, l'avalement haussier du 12 février en données journalières sur le SP500. Donc il existe, je pense, encore à court terme, un potentiel de reprise de l'indice S&P 500 d'ici les minutes de la Fed, voire dans le sillage, d'environ une vingtaine de points. Pour aller plus haut, il va falloir casser les résistances. Mais là, par rapport aux résistances brisées, ce serait la réponse que je pourrais vous apporter. Donc vous êtes ici en données journalières, vous avez le niveau horizontal, mais prenez aussi cette ligne de tendance qui attrape le plus haut du 13 janvier et le plus haut du 1er février, ce qui vous donne ce range trading. Alors après, on peut peut-être rester longtemps dans le range et un jour briser 1810 points. Mais en tout cas, à court terme, on remonte dans le haut du range. Alors, le Bund n'est pas vendu. Le Bund ne lâche rien. C'est un actif qui a attiré... Alors, le marché obligataire souverain a attiré les capitaux depuis le début de l'année. Étant donné que c'était quand même un marché important, lorsqu'on y entre, c'est pas pour sortir au premier rebond technique. Donc, je pense qu'actuellement, l'évolution des marchés obligataires souverains, des pays bien notés, des pays cœurs, montre que on n'est que dans une phase de rebond technique, puisque le marché n'abandonne pas l'obligataire souverain. Le Bund forme un support à 164, dérive à plat, rencontrera bientôt cette ligne de tendance haussière. N'oublions pas aussi que ce marché est soutenu par la perspective de voir le 10 mars prochain la Banque Centrale Européenne annoncer un QE2. Le Forex maintenant, la disposition elle est là. Et je me demande si mon euro-dollar, façon de parler, n'a pas fait l'incursion que j'envisageais entre 1,1060 et 1,11. Le point bas de l'euro-dollar est à 1,1105. Bon, pas encore. J'ai pas encore le point que je souhaite obtenir pour vous proposer une stratégie. Alors, une chose, l'euro-dollar se replie à court terme pour deux raisons. La première, la baisse de l'euro marginale, uniquement marginale, depuis l'intervention de Mario Draghi devant le Parlement européen, et à court terme, un rebond du dollar américain. Aujourd'hui, sur le plan des statistiques, le dollar a des bonnes raisons de se renforcer, les chiffres de la production industrielle. Sur le plan technique, l'US dollar index du FXCM tient le bas du canal haussier, un canal haussier weekly ici qui attrape donc le bas du 9 mai 2015 et du 10 octobre. On se reprend. Attention tout de même à l'impact sur le dollar américain des minutes de la Réserve fédérale. Depuis 2 semaines environ, chaque intervention de la Réserve fédérale, alors qu'il s'agisse d'une décision de politique monétaire standard ou d'une intervention orale ne correspondant pas à l'agenda monétaire de la Fed, ça a eu plutôt un impact baissier sur le dollar parce que la Fed se montrait plus accommodante. Alors, les statistiques du jour soutiennent le dollar US. Ce soir, je pense que c'est beaucoup plus important que ces statistiques de l'après-midi. Parce que les minutes de la Réserve fédérale ce soir, en détaillant l'état des forces du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale, vont amener encore le marché à réajuster les anticipations de hausse de taux aux États-Unis. Ce qui m'intéresse énormément pour la suite du mois de février, c'est le positionnement à 22 h de l'US dollar index. C'est quelque chose que vous devez avoir en tête.
c'est encore plus que les marchés actions US, parce que le SP500 a tenu ses 1810 points, j'attends pas grand chose de la clôture ce soir. Mais dans le travail de prévision technique, c'est la clôture de l'US Dollar Index qui m'intéresse énormément. Je zoome en données journalières sur cette US Dollar Index de FXCM. On retrouve en détail le canal propre, le marché remonte, mais j'ai toujours aussi en mémoire le 3 février dernier, la réintégration des précédents tops de 2015. Alors, peut-être que là, le dollar US ne fait que retracer la baisse depuis le 29 janvier et peut-être menace potentiellement de briser le canal. C'est l'incertitude. Soit on remonte et on échoue là, j'hésite, il y a deux scénarios possibles, voici le mien. On remonte là à court terme, rebond technique grâce au statut S, mais derrière, avec une Fed beaucoup plus accommodante, le risque, je le perçois de cette façon-là. Ce qui ne représente rien sur les graphiques de long terme. Regardez d'où vient le dollar US. Si on quitte le canal, c'est simplement qu'on on va revenir chercher ces supports-là. Bon, à court terme, voilà l'effet que créent les statuts S, qui sont positifs, qui sont celles d'une reprise du dollar US, qui pour le moment retrace cette forte baisse. Mais c'est vrai que le canal de fond est préservé. Les paires majeures maintenant. L'euro-dollar. J'ai une anticipation depuis le début de la semaine qui était d'un retour entre 1,1060 et 1,11. Alors, comme c'est une zone qui est large et qu'on ne peut pas réellement négocier avec une zone de 40 pips, l'idée c'est de prendre le centre. Donc, quitte à envisager une stratégie de rebond de l'euro-dollar avec une réserve fédérale qui affaiblirait le dollar US, je vous invite à avoir en tête un prix qui est à 1,1080 $. 1,1080 $ reste le niveau de prix qui m'intéresse. Il ne faut absolument pas basculer sous 1,1060, qui était le dernier point de changement de polarité, parce que briser 1,1060, c'est revenir dans le bas du canal, qui passe à 1,10. En l'état, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que si par exemple vous souhaitez adopter une stratégie de trading dans le sens de la dynamique de l'euro-dollar depuis fin janvier, 1,1080 peut être un point d'intervention, 1,1060, 50, le support pour gérer son risque. Voilà, en tout cas comment je peux le décortiquer. Le GBP USD, quelqu'un me posait ce matin la question dans le morning meeting, voyant que le GBP faisait une toute petite mèche haute, est-ce que c'est la fin de la baisse? Et moi je vous expliquais, non, c'est du rythme de marché intraday, mais regardez le GBP USD, nouveau plus bas. Techniquement parlant, la petite mèche haute de rebond, c'était les statistiques britanniques, mais c'était aussi cette ligne de tendance chartiste. Le rythme de marché, petite reprise, là on l'a sérieusement cassé. Donc le GBP USD sous pression, le sterling souffre ce matin des chiffres du marché du travail. Le sterling est la devise la plus faible depuis le début de l'année. D'ailleurs, il y a en permanence des discussions entre l'Union européenne et le gouvernement britannique de M. Cameron, parce que l'Union européenne souhaiterait que la Grande-Bretagne abandonne ce projet de référendum. Pour l'instant, cela n'aboutit pas. Donc, ça continue d'exercer sur la livre sterling une pression baissière. Et l'analyse technique invite à vendre le GBP USD depuis quelques séances, l'échec sous les plus bas de 2015, et notamment hier, la résolution baissière de ce range, avec un signal vendeur donné à la cassure des 1,44, pour viser un retour à 1,4226. Pour envisager un retour sur les plus bas, il faudrait briser ensuite derrière 1,4226. Pour l'instant, il n'y a pas de divergence haussière, ça reste baissier. Et on a une nouvelle résistance ici à 1,4339. Alors l'USD Yen, j'ai pas la réponse, puisque on en a beaucoup parlé ce matin par rapport à la stratégie de vente proposée hier lorsqu'il y avait la divergence baissière standard. Ce matin, j'ai décidé de positionner l'invalidation de ma stratégie à 114,40. On est toujours en dessous. Regardez, on fait des mèches, mais on ne va pas chercher 114,40. Donc, pour être objectif et surtout aller jusqu'au bout de la stratégie, donc la stabilité d'une vue de marché, jusqu'à ce que soit le marché la valide ou l'invalide, je tiens mon anticipation négative sous 114,40. USD CAD,
rien à dire. Range trading, triangle, médiane 1,38, rien à dire. AUD-USD, rien à dire, 0,70 a été acheté, aucune volatilité particulière. NZD-USD, c'est la croisée des chemins. Le range est désormais hyper étroit, entre 0,6560, 0,6560 et 0,66 $. On refranchit à la hausse 0,66 $ et on repart. Et cette fois-ci, potentiellement, on casse la ligne de tendance baissière hebdomadaire. Si jamais le NZD-USD, par un mouvement propre au dollar néo-zélandais, brise 0,6560, c'est terminé. La ligne de tendance prend le dessus et on s'enfonce. Là, on a un range de 40 pips dont le marché n'est pas sorti. L'euro GBP a rebondi hier sur 0,77. La tendance reste haussière. On n'a pas cassé de support. On a toujours en données weekly cette belle ligne de tendance que l'on retrouve ici en données journalières. Tant qu'on tient 0,77, je pense qu'on peut remonter, probablement du fait d'un affaiblissement du GBP bien sûr. Le GBP Yen était hier sous résistance à 166, divergence baissière cachée, choc de baisse, rebond sur 161,50 et pour le moment, la toute première résistance n'est pas dépassée. La voici, la toute première résistance D1. H4, 163,55. Le marché cale en dessous. On avait ce matin un chandelier positif qui n'a pas été transformé. Donc en l'état, pour l'instant, ça fait encore range avec potentiellement derrière, on rechoque. Donc le GBP Yen, même si c'est frustrant cette bougie H4 du matin, reste dans un scénario de rejet depuis les 166. Mais j'avoue que ce type de chandelier H4, par rapport à une stratégie de trading tenue sur contre réel, c'est pas confortable. C'est pas du tout confortable. Mais ainsi sont faits les mouvements de marché. Ils sont pas là pour assurer le confort. En tout cas, première résistance, et elle reste inviolée pour le moment. Alors, avant de répondre à vos questions, je termine au fond parce que l'euro-dollar, je trouve qu'on n'en parle plus beaucoup. C'est vrai qu'on s'est concentré sur le yen, le GBP, d'autres stratégies. Celle qui potentiellement m'intéresserait, c'est toujours cette zone support de l'euro-dollar. Pour la simple et bonne raison que d'une part, elle assure l'essentiel, cette zone support, c'est qu'elle permet de gérer le risque financier. Ça, c'est la première chose. Si vous envisagez une stratégie, posez-vous la question. Est-ce qu'un niveau technique permet de gérer mon risque? Est-ce qu'un niveau technique permet de dire que en dessous ou au-dessus, je sors, je prends la perte financière en question, mais au moins je n'expose pas davantage. Là, vous avez cette zone, indice 60, 1,11, qui peut relancer la hausse des cours. Aujourd'hui, les stats américaines sont solides, elles ont ramené le cours de l'euro-dollar sur la zone de support. Maintenant, les minutes du FOMC peuvent affaiblir le dollar américain et à ce moment-là, voir l'euro-dollar enfin rebondir. Quelle lecture ai-je du momentum H4 de l'euro-dollar? Eh bien, je suis hésitant. C'est la pire des situations. Parce que parfois, une divergence n'est en fait qu'un drapeau. Et autant vous dire qu'entre la divergence haussière et le drapeau de momentum, ça n'a rien à voir. Un drapeau de momentum, ça veut dire qu'on est sur le point en fait de décrocher à la baisse. La divergence haussière, c'est tout le contraire. Le rythme baissier change, voire devient haussier. Donc, en données 4 heures, l'euro-dollar, on fait des nouveaux plus bas marginaux en cours de clôture, non confirmés par le RSI. Mais de quoi s'agit-il? Drapeau de momentum ou divergence haussière? Alors, en H4, j'ai pas la réponse. En H1, non plus. Et en D1, encore moins, parce qu'on est loin de la clôture D1. Donc, au final, la seule certitude que nous avons sur l'euro-dollar, c'est une des bases de l'analyse technique, le changement de polarité lié à des niveaux de prix horizontaux qui changent de statut lorsqu'on s'en éloigne significativement. Bon, pour parler simplement, l'ancienne résistance qui est devenue support, en gros. Alors c'est sur ce graphique de l'euro-dollar que je vais cesser mon point de marché et répondre à vos questions. Et la première question, elle est sur le NZD Yen. Et ce sera donc ma première réponse. Le NZD Yen est sur un support. 75 yens, 74, 75. Grosse zone support.
mais c'est faible. Il y a des mèches basses, il y a des tentatives de rebond, c'est faible. Le dollar néo-zélandais a été mis sous pression cette semaine par les nouvelles anticipations de l'inflation de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, le NZD Yen n'a pas cassé son support, mais honnêtement, j'éviterais de m'y exposer pour une stratégie positive. C'est une grosse zone, euh, mais je suis méfiant. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'elle permet de gérer son risque. Once d'or, question. Alors, l'once d'or. Notre spécialiste, c'est M. Yoav Nizar. Écoutez, l'once d'or en données journalières rebondit sur 1190 $. Monsieur Nizar a mis en évidence une ligne de tendance haussière sur le RSI D1 de l'once d'or. La ligne de tendance haussière est préservée. Et vous savez quoi? Si je devais, j'aime bien cette expression, si j'avais le pouvoir d'arrêter maintenant le chandelier D1 de l'once d'or, je pourrais presque vous dire avalement haussier sur support. Sauf que malheureusement, le chandelier D1, je ne peux pas l'arrêter maintenant. Donc il n'a pas d'utilité. Mais regardez quand même que le Bund ne casse pas de support et que l'once d'or tient son premier niveau horizontal, qui correspond aussi à cette ligne de tendance. C'est un double support sur le métal jaune, triple support. La ligne de tendance baissière qui maintenant est achetée par le marché, la ligne de tendance haussière est en fait un canal haussier sur le RSI du gold. C'est simple. Enfin simple. Il n'y a rien de simple en bourse. Mauvaise expression, pardonnez-moi. Mais techniquement parlant, c'est limpide. Soit l'once d'or tient 1191 et repart comme en 14, soit c'est terminé. Toutes les stratégies d'achat qui éventuellement vous avez mis en place doivent être protégées impérativement par un stop sous 1190. Parce qu'autant vous dire que si l'once d'or repasse sous 1190, c'est terminé. On réintègre le canal, on recoule. C'est le marché action qui est complètement rassuré. Je sais pas, c'est la Fed qui est hyper accommodante, c'est le QE2 de la BCE. C'est ce soir les pays producteurs de pétrole qui vous annoncent une baisse de leur production. Et là, l'once d'or s'effondre. Donc sur le plan technique, une stratégie d'achat sur 1190 est pertinente sur le plan technique, ce qui signifie que impérativement, je vous invite à gérer votre risque sous 1190. Après, c'est vrai que c'est une belle zone de support. Alors bonjour Georges A. Comment expliquer la divergence entre l'USD Yen et le S&P 500? Alors, les corrélations qui sont des corrélations historiques, donc des coefficients de corrélation standard observés sur longue période, peuvent parfois se décorréler en intraday. D'accord? Maintenant, y a-t-il réellement des corrélations en intraday? L'USD Yen remonte depuis le 11 février. Le SP500 remonte depuis le 11 février. Donc non. En données journalières, il y a actuellement corrélation parfaite entre l'USD Yen et le S&P 500. Alors bonjour Jean-Luc et bonjour Parfil. Peut-il y avoir des nouveautés par rapport aux 2 jours d'audition de Janet Yellen? Alors tout à fait, ça n'a rien à voir. Alors, les auditions de Mme Yellen étaient une audition face à un parterre d'hommes politiques, de parlementaires. Donc il y a eu cette approche volontairement très accommodante. Le document en fait de ce soir, il n'a pas été conçu aujourd'hui. C'est le détail de ce qui a été décidé fin janvier lorsque le FOMC s'était réuni pendant 48 heures. Et imaginez que pendant que le FOMC se réunissait, vous aviez des assistants, des assistantes qui tapaient le compte-rendu, le détail. Des votes, des prises de parole de chacun. Et c'est ce document qui ensuite prend du temps pour être monté et qui est rendu public 2 semaines plus tard. Donc, en effet, mon cher Parfil, il n'y a pas de lien à faire entre les auditions de Mme Yellen devant les parlementaires américains et le document qui sera publié ce soir, qui apportera son lot de précisions, plus que de nouveautés, et donc qui aura son impact propre sur le marché.
Alors, il est où l'once d'or? Il est là. Alors, de rien cher pas fille. Alors, question de Jean-Luc. Eurodollar teste un support à 1,11 qui correspond à la Kijun Weekly. Alors, que pensez-vous de l'Ishimoku? Alors, je respecte tout à fait l'Ishimoku comme un indicateur technique qui peut produire des effets, enfin, qui peut être utile pour les stratégies trading dans le sens de la tendance. J'aurais tendance à vous dire que le fait que vous me disiez que la Kijun Daily Weekly passe à 1,11, ça renforce ma vue de marché qui moi est basée sur une combinaison chartisme sur l'action des prix et chartisme sur le momentum. Et en effet, j'ai comme les utilisateurs de l'Ishimoku la conviction que l'euro-dollar pourrait rebondir au-dessus des indices 80 1,11. Ça peut être au fond une stratégie de la session américaine avec les minutes de la Fed qui affaiblirait un peu le dollar US et un euro-dollar qui rebondirait. Voilà. Alors bonjour visiteurs, un exemple s'il vous plaît de valeur intermarché dont l'une a l'habitude de s'inverser avant l'autre. Alors il n'y a pas de règle précise, mais il y a des grandes corrélations qui fonctionnent bien, notamment celles dont tout le monde parle, en tout cas pour ceux qui suivent le marché d'échange, entre par exemple le pétrole et le dollar canadien, entre le yen et de manière générale les marchés actions, entre les indices boursiers américains, ça c'est de l'intramarché par contre, entre le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50. Un exemple d'intramarché, il est où mon indice? La semaine dernière, vous aviez cette divergence haussière H4 sur le DAX, sur le CAC et sur l'Eurostoxx 50. Elle a produit un effet de rebond technique, mais pour le moment, les canaux baissiers en place depuis début décembre ne sont pas brisés. Donc, selon mon approche et au regard du comportement des valeurs refuges, parce que je trouve que le gold, le Bund et le yen tiennent quand même sacrément bien, je continue de croire qu'il ne s'agit que d'un rebond technique dans le cadre d'une phase baissière de moyen terme pour le moment, qui se transformerait en long terme si Wall Street finissait par casser des supports majeurs, notamment les 1810 points. Alors bon, merci Jean-Luc, hein, mais c'est bien sûr que c'est pas la vérité. Cyril, je trouve que le momentum sur le SP500, je ne trouve que le momentum sur le SP500 ne suit pas le prix. N'y aurait-il pas une divergence baissière cachée en H1? Alors, les divergences cachées, il ne faut pas absolument chercher à en voir partout, il faut que ça saute aux yeux, immédiatement. Pour moi, une div, quand elle ne me saute pas aux yeux, je ne cherche pas à en trouver. Par contre, je vais répondre à votre question en données horaires. Y a-t-il une div H1 sur l'indice S&P 500? Alors, en données horaires, le marché remonte. Alors, non. Éventuellement, une divergence baissière standard. Alors, là, il y a une confusion. Éventuellement, en données horaires, une div baissière standard. Et pas cachée. Alors, et en général, quand on quitte le rebond technique pour passer en rebond réel, les décisions sur le pétrole influencent le cours du dollar. Alors, aujourd'hui, le dollar US sera vraiment influencé par les minutes de la Fed. C'est tout. Vraiment, c'est tout. Écoutez, actuellement, les marchés sont compliqués. Je vais conclure sur les stratégies FX, c'est là où j'ai eu davantage de conviction à court terme. J'ai deux convictions. La première, le sterling est faible, il faut chercher à vendre la livre sterling, surtout à cause du Brexit. Donc le GBP yen reste faible, et à court terme forme déjà une résistance à 163,50. Le GBP USD, je reste baissier sous un 43,40 maintenant, parce que le GBP est faible. Et enfin, l'euro-dollar, j'ai pas le choix de toute façon, puisque ça fait plusieurs séances que j'explique qu'un repli
vers 1,1060, 1,11 m'intéresserait pour une stratégie d'achat. Je continue de penser que 1,1060, 1,11 est un bon point d'entrée pour une stratégie de rebond de l'euro-dollar, impérativement gérée par un risque financier sous 1,1060. Et l'eurodoll passe à 1,1050, 1,1055, c'est que c'est pas le bon prix. C'est qu'on ira chercher le bas du canal. Et c'est pas ce que j'envisage. Voilà, bah écoutez, il n'y a pas davantage de questions, donc j'ai tenté de décortiquer le plus tous ces mouvements. Merci d'avoir posé des questions et d'avoir été attentif. Il est 15h55, je cède la parole à Nicolas Lavallée pour le point de marché vague d'Elliott, fourchette d'Andrews. Merci à toutes et à tous et à plus tard sur DailyFX.